Bien, avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez surtout pas à liker, à lâcher votre commentaire par rapport à cette réaction, à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est parti. On va regarder du coup l'autodiscipline, psychologie de la personnalité de Ogre Frey, France. Ok. Alors, juste, je regarde. Bon, vous ne l'avez pas, c'est pas très grave. On est parti. Bienvenue, on va parler aujourd'hui d'une facette de notre personnalité corrélée à la réussite professionnelle, dans les études et même plus généralement dans la vie, c'est l'autodiscipline. Alors qu'est-ce que c'est que l'autodiscipline? Comment les psychologues la définissent? Quelle place et comment cela s'imbrique dans notre personnalité? Quels sont les problèmes rencontrés par des gens qui ont une très forte autodiscipline? Quels sont les problèmes plus fréquemment rencontrés par ceux qui au contraire en manquent cruellement? Quel lien avec l'intelligence? On va faire le tour de cette notion essentielle au quotidien, l'autodiscipline. D'accord, donc on va voir surtout une approche psychologique de l'autodiscipline. Ok, allons-y. C'est la première fois que je me lance vers ce type de vidéo, mais pourquoi pas, après tout. Qui ne tente rien réellement n'a rien. Alors, ceux qui ont déjà vu cette chaîne et d'autres vidéos sur la psychologie de la personnalité connaissent le modèle des Big Five, et donc on va voir un petit peu à quelle place s'insère l'autodiscipline dans les 5 grandes dimensions, mais avant ça, je vais vous proposer une petite définition. Les 5 grandes dimensions: névrosisme, extraversion, ouverture à l'expérience, agréabilité, caractère consciencieux. Moi, je pense qu'on est plus dans le caractère consciencieux qu'autre chose. Donc l'autodiscipline, c'est notre capacité à entreprendre et surtout à terminer des tâches malgré les difficultés, malgré l'obstacle, malgré les échecs, malgré l'ennui potentiellement suscité par la dite tâche. Alors, ouais, enfin, c'est plutôt une ancienne façon de dire. L'autodiscipline, c'est surtout... Ouais, ok, je suis plutôt d'accord avec cette définition, mais il faut pas oublier que l'autodiscipline, c'est quelque chose qu'on va s'imposer à nous-mêmes, d'accord? Donc, je pense que cette définition est adéquate à la définition de l'autodiscipline actuelle, ok? Moi, j'aurais juste peut-être rajouté... Non, je pense qu'elle est adéquate. Les 5 grandes dimensions qui ont émergé du modèle qui est en vigueur depuis plusieurs décennies, qui est un modèle éprouvé, qui s'appelle le modèle des Big Five. Donc c'est pas une théorie, c'est l'analyse factorielle. On regarde quelles sont les dimensions irréductibles pour Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure qualité dans cette sorte pouvoir décrire la personnalité d'un individu, et on arrive à ces 5 dimensions essentielles: le névrosisme ou l'instabilité émotionnelle, le rapport aux affects négatifs, l'extraversion, notre seuil de stimulation sociale et notre rapport aux émotions positives, l'ouverture à l'expérience, c'est la propension à la recherche de nouveautés, à la créativité, l'agréabilité qui est comment on se positionne face aux autres, plutôt en hostilité, en compétition ou en coopération, et enfin le caractère consciencieux, la capacité à se donner des buts et à décliner des comportements pour les atteindre. Alors, le caractère consciencieux, à chaque fois que vous êtes dans un environnement suffisamment stable, à moyen ou long terme, c'est quelque chose d'extrêmement payant, entre guillemets. Donc dans le monde professionnel, à part dans des environnements complètement chaotiques, fluctuants, ou dans ce cas-là, des profils à plus faible caractère consciencieux peuvent être fonctionnels, mais globalement, dans la plupart des environnements professionnels, un fort caractère consciencieux est prédicteur d'une réussite, ou en tout cas d'une certaine efficacité supérieure à la moyenne. À l'intérieur de... Du coup, c'est exactement ce que je disais au début, c'est que la discipline, enfin plutôt l'autodiscipline, ça s'incruse bien plus dans le caractère consciencieux, parce que nous sommes en fait conscients de notre situation. Les personnes qui sont autodisciplinées d'une façon générale savent exactement vers où ils doivent aller. Ils savent exactement quelle difficulté, quel obstacle, quelle route ils vont devoir emprunter. Les personnes qui ont une plus grande autodiscipline sur des personnes qui voulaient marquer l'histoire, sur des personnes qui ont voulu aller de l'avant, qui ont voulu principalement devenir des maîtres en quelque chose. Donc ils étaient conscients de leurs lacunes, ils étaient conscients de leurs rêves, ils étaient conscients de leur situation. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont simplement allés de l'avant. Constamment, encore et encore. Et qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour aller de l'avant? Être autodisciplinés. Ils ont emprunté les pires routes, ils ont emprunté les pires obstacles, enfin traversé plutôt les pires obstacles. Et ils sont allés de l'avant, constamment, jusqu'à arriver à leur but.
tout simplement. Ce caractère consciencieux, on va regarder un petit peu les facettes qui le composent. Donc là, j'ai un rapport de personnalité un peu plus complet. Donc on se retrouve avec, le caractère consciencieux qui comprend le sentiment de compétence, c'est différent de la compétence réelle, la propension à l'ordre, le sens du devoir, la recherche de réussite, notre autodiscipline et la délibération. Alors je ne vais pas m'arrêter sur chacune des facettes, sinon je vais vous faire une vidéo de 40 minutes. On va s'intéresser à l'autodiscipline, mais plus largement, elle résonne assez bien dans ce champ plus large qui est le caractère consciencieux. Alors la première chose qu'on peut se dire, c'est la capacité à élaborer des plans et les décliner a quelque chose à voir avec l'intelligence. Or, quand on met en place, quand on essaie de croiser des mesures de personnalité avec des tests d'aptitude cognitive, des tests de QI, eh bien, on tombe sur quelle corrélation, quel lien? Zéro. Rien. Donc c'est assez étonnant. Et puis en fait, quand on réfléchit, on se dit, bon, en fait, les gens qui sont intelligents, qui sont plus intelligents, sont probablement meilleurs pour produire des plans, pour les conceptualiser, mais pas forcément pour les exécuter ou les implémenter dans la réalité. C'est totalement vrai. En fait, il y a un énorme fossé entre théoriser et mettre en pratique. En fait, je pense que c'est la base de la majorité des gens qui veulent réellement réussir, c'est passer à l'action. Passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. D'une façon générale, c'est facile de penser, oui, je vais faire ceci, oui, je vais faire cela, je fais un plan de tatati, tatata. C'est facile de se dire, ok, voici comment va être organisée ma journée. Mais il est bien plus difficile de mettre en action ce qu'on a pensé, de mettre en action cette organisation, de mettre en action le fait de pratiquer ce qu'on a pensé durant tout au long de notre journée. Et c'est exactement vrai, mais je pense que c'est quelque chose qui... Je pense que c'est pas quelque chose qu'on devrait exprimer, enfin... C'est bien de le dire, mais je pense que c'est un problème que tout le monde a conscience, c'est mettre en action. Si vous ne faites pas les actions, forcément vous n'arriverez pas là où vous souhaitez. Et c'est totalement vrai. C'est trop facile de faire un plan, tout le monde est capable de faire un plan, tout le monde est capable de penser, tout le monde est capable de faire des objectifs, mais très peu sont assez courageux, assez déterminés, assez de volonté pour appliquer tout cela. Il y en a très peu. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui réussissent. Je pense que sur les 10% des personnes qui existent dans le monde, il y a 10% d'entrepreneurs. Sur les 10% d'entrepreneurs, il y en a 10% qui gagnent plus de 4500 € par mois, d'après des datas de 2016. Je crois que c'est de l'INESESC. Je vais le chercher, je vous mettrai les datas. Depuis 2016, c'est ça. Il y a à peu près seulement 10% de 10% des entrepreneurs qui arrivent à gagner plus de 4500 € par mois. Vous comprenez que mettre en action, mettre en pratique, avoir une certaine régularité, ce n'est pas fait pour tout le monde. Enfin, tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Tout le monde n'est pas prêt à faire les sacrifices. Tout le monde n'est pas prêt à aller de l'avant. Tout le monde n'est pas prêt à se persuader de réussir. Il y en a très peu. C'est une réalité. Mais la question c'est, est-ce que vous voulez réellement réussir? Marque l'intelligence, en fait, c'est la capacité, ce qu'on dit, de raisonnement formel. De manière plus triviale, on pourrait dire que c'est presque la capacité à détacher les plans qu'on peut produire en théorie de nos actions. Puisque l'intelligence, et c'est quelque chose de très spécifique chez l'humain, c'est la capacité à créer ces environnements virtuels pour tester plein d'hypothèses, pour ensuite, après, choisir celle qui est la plus adaptée ou la plus efficace. Donc voilà. Je dirais pas ça réellement comme ça. Moi, je vois plus comme l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Plus vous êtes intelligent, plus vous avez cette faculté d'adaptation. Bon, oui, d'une façon générale, l'intelligence, ça regroupe énormément d'éléments. La mémorisation, la concentration, nanani, d'accord. Mais là, on est plus dans le cas concret de l'autodiscipline. Votre capacité à s'adapter. En fait, ce que j'ai horreur d'entendre, c'est comme je pense que c'est un psychologue, ce que ce psychologue dit, c'est que il faut tester différents types de plans théoriquement et voir lequel est le mieux adapté à nous. C'est vrai en partie, Vous allez tester différents types de plans et vous allez le voir celui qui est le meilleur pour vous. Mais en fait, nous, on ne recherche pas ceci. Ce que nous, on recherche principalement, c'est d'avoir un plan précis qui est fait pour nous par rapport à notre emploi du temps et qui, derrière, se mettra en action avec des efforts concrets et durs. En fait, le problème de se laisser le choix par rapport à quel type de plan théoriquement est fait pour nous, le problème c'est que vous n'allez
intuitivement chercher la solution la plus facile, la solution la plus confortable. Et c'est ce point-là que je dis que ce n'est pas réellement une bonne solution de théoriser différents types de plans. Moi, je conseille tout simplement, bon, après moi je le fais avec mes clients principalement, c'est que mes clients, lorsqu'ils cherchent à avoir un plan précis, c'est moi qui construis ce plan et après je les aide à les mettre en action. D'ailleurs, si vous souhaitez travailler avec moi, vous pouvez me contacter via Instagram. Mais c'est pour ça que ma méthode marche. C'est parce que si on part sur, ok, on va faire différents types de plans et on verra lequel marchera, non. En fait, la vérité, c'est que vous allez faire un plan. Il va peut-être pas marcher, mais vous verrez les choses qui marcheront. Vous allez le réarranger. Vous allez remettre en action. Vous allez voir que ça va peut-être pas marcher, vous allez réarranger. Ou il y a d'autres profils de personnes, d'autres profils de clients qui vont tout simplement essayer un plan, qui vont voir que ça ne va peut-être pas marcher pour eux, mais qui vont persévérer vers ça. Parce que la répétition mène à la perfection. L'autodiscipline, ça mène à la perfection. C'est une routine. Vous n'hésitez pas à répéter constamment. Encore. Et forcément, la répétition mène à la perfection. Vous répétez, et à un certain moment, le fait de répéter encore ces plans, cet emploi du temps qu'ils ont fait, enfin, c'est autre chose, mais ce plan qu'ils ont construit avec moi, eh bien, certains types de profils arrivent à réussir à aller tout droit vers ce plan. Vous comprenez ? Il y a cette espèce de dissociation qui est typique de l'intelligence humaine entre l'implémentation dans l'environnement réel et le fait de produire des raisonnements plus abstraits. Donc on se retrouve avec quelque chose qui finalement retrouve une certaine cohérence, le fait qu'il n'y ait aucun lien entre l'intelligence et l'autodiscipline ou plus largement le caractère consciencieux. Les personnes qui ont une très forte autodiscipline, ils savent généralement se motiver pour mener à bien ce qu'il faut faire. Donc on se retrouve avec quelque chose, comme je disais, qui est très fonctionnel. Quand on cherche à recruter dans des entreprises classiques, eh bien souvent le caractère consciencieux et l'autodiscipline, c'est quelque chose qui arrive au premier plan. Nous, par exemple, on travaille avec l'armée, dans une institution militaire qui est une institution extrêmement stable, voire même rigide sous certains aspects, avec très grande verticalité. Eh bien, un fort caractère consciencieux nous permet de s'assurer que la personne sera en confort dans ce type de fonctionnement groupal. Et non seulement en confort, mais en plus performant. Quand on a des gens qui ont un caractère consciencieux et une autodiscipline très forte, si on prend les 5 ou les 10% les plus élevés en autodiscipline dans la population, quand on regarde les problèmes qu'ils rencontrent, beaucoup plus... Je fais clairement partie des 10 à 15%, donc je suis bien placé pour répondre. Fréquemment que la population générale. On retrouve la liste suivante. Tout d'abord, l'incapacité à laisser du travail de côté. C'est-à-dire que ça devient un peu une fixation, une idée fixe, avec une difficulté à équilibrer le travail perso, le travail professionnel et la vie personnelle. Ouais, extrêmement vrai, parce qu'en fait, nous sommes extrêmement déséquilibrés. Faut savoir que les personnes disciplinées sont des personnes qui vont prioriser leur travail. C'est exactement ça. Je n'arrive pas, c'est aussi un défaut que j'ai, mais je perçois ça plus comme une qualité qu'un défaut. Personnellement, en développant mon autodiscipline, j'ai compris que je n'arrivais pas à mettre du travail de côté. Parce que je sais que le travail que je ne vais pas pouvoir faire plus tard, eh bien, je ne le ferai jamais. Donc, je sais que lorsque j'ai du travail, que j'ai des to-do list à faire, eh bien, je préfère honnêtement éviter de dormir pour terminer ce travail que me dire c'est dommage, c'est du travail que j'aurais pu faire, j'ai pas eu le temps d'en... Non, je préfère prendre des heures de sommeil et finir ce travail parce que je sais que certainement, si je ne le fais pas maintenant, eh bien je ne le ferai certainement jamais. Et c'est vrai que nous avons plus un déséquilibre par rapport à notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Pour ma vie personnelle, elle est beaucoup moins grande que ma vie professionnelle. Enfin, après, moi je suis étudiant en médecine et à côté je suis entrepreneur, ce qui fait que ma vie professionnelle est un peu, enfin je veux même pas dire est un peu, est énormément grande parce que je travaille beaucoup plus, d'accord, je dois faire beaucoup plus d'efforts. Mais si je devais comparer, effectivement, ma vie professionnelle prend bien plus mon temps que ma vie personnelle. D'autant plus aussi que je suis jeune et que je sais que actuellement je devrais plus me concentrer sur ma profession que me concentrer sur ma vie personnelle. Ce qui est le contraire de ma génération. Le perso et le pro.
Donc ça fait d'eux des candidats au stress professionnel et au burn-out avec une bien plus grande vulnérabilité, car le phénomène du stress professionnel, c'est je perçois des stresseurs dans mon environnement, des choses auxquelles je dois faire face, et qu'est-ce que je vais aller chercher comme ressources? Principalement des ressources du côté de la vie personnelle. Est-ce que je peux encore... C'est vrai que la plupart des gens qui sont autodisciplinés ont plus de burn-out. Après, il existe une minorité que je dis que j'appartiens, où nous sommes totalement obsédés par quelque chose, qui fait que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas en fait enlever notre obsession de ça. Combien de fois j'ai été obsédé par la salle de muscu, combien de fois j'ai été obsédé par simplement travailler. En fait, quand vous êtes obsédé, vous êtes dans un cercle vertueux. Bon, moi j'appelle ça un cercle vertueux, mais pour la majorité ça sera un cercle vicieux. C'est le fait de tout le temps travailler, constamment, de ne jamais lâcher. Même si vous êtes au bout du burn-out, de faire abstraction de vos sentiments, de vos émotions et d'avancer continuellement. Oui, naturellement peut-être pour que ma santé mentale ça sera peut-être pas bien, mais au final ce sont les résultats qui comptent. Observer suffisamment de temps pour moi, de loisirs, d'attention à soi, de soutien social, etc. Et donc, c'est peut-être des profils qui sont plus vulnérables là-dessus. Ensuite, il y a une problématique de persévération. Donc. Alors, je suis totalement d'accord avec ceci. Oui, effectivement, les personnes extrêmement autodisciplinées sont bien plus vulnérables. Au burn-out, ainsi de suite. D'accord? Mais, oui, effectivement, bon, je suis d'accord avec ça. Les gens qui vont arriver à mieux persévérer que d'autres au sens commun, au sens positif du terme, mais c'est aussi eux qui vont subir ce qu'on appelle des persévérations, plutôt sous l'angle neuropsychologique cette fois-ci, d'être empêtrés dans une tâche et de ne pas pouvoir s'en détacher. Donc il y a une ténacité dans la poursuite d'objectifs qui sont des fois impossibles, triviaux. Alors, possibles et triviaux, non, qui sont plutôt ambitieux. Mais c'est vrai que pour la majorité des gens, c'est vrai que pour une certaine majorité des gens, le fait simplement de dire que je veux devenir milliardaire, le fait simplement de dire que je veux devenir l'un des meilleurs médecins de mon époque, forcément que les gens me regardent avec un certain œil, c'est totalement impossible, voyons. Alors que pour ces gens-là, ils ne tentent rien, ils ne font rien. Et derrière, ils viennent nous dire simplement que c'est impossible. Donc, je pense que c'est possible. Il faut simplement avoir un bon plan d'action et être constant. Et on revient exactement à ce que je disais. L'obstination, la ténacité. Qui peut poser problème pour ces personnes qui vont comme ça être empêtrées dans leurs tâches. On a également une forme d'ascétisme avec une incapacité ou un refus de se reposer ou simplement de se livrer à des petits plaisirs anodins qui peut poser problème et user au long terme. Et enfin, on retrouve chez les gens qui ont une très forte autodiscipline beaucoup plus de problématiques de type anorexie, orthorexique dans la population générale. Donc voilà un peu pour en gros Alors, honnêtement, je vais être parfaitement honnête, de toute façon, vous le savez, ici, il n'y a que de l'honnêteté pure et dure. Tout ce qu'il a cité, c'est exactement ce que je suis. C'est exactement ça. À part les deux derniers. Ok, bon, moi je mange beaucoup, je suis en prise de masse, je vais à la salle. Enfin bref. Faire de la médaille de l'autodiscipline qui est plutôt une donne en termes de personnalité favorable à l'épanouissement et la réussite professionnelle, mais à l'excès qui peut entraîner certaines difficultés qu'on vient de lister. En revanche, on regarde maintenant les gens, pareil, les 5 ou les 10% qui ont la plus faible autodiscipline dans la population, mais on se retrouve avec des profils de personnes qui ont tendance à remettre à plus tard, à procrastiner, à remettre à plus tard des tâches qu'elles trouvent très rapidement difficiles, pénibles, contraignantes. Alors, peut-être pas les 5 à 10%, je dirais même plus les 70 à 80%. La majorité des gens que je rencontre remettent tout le temps à plus tard. La majorité, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi discipliné que moi, à part des grands champions que je vois à la télé, ainsi de suite. Mais d'une façon générale, la majorité des gens remettent leurs tâches à plus tard. Procrastiner, ainsi de suite. Elles peuvent se montrer finalement désireuses de rapidement abandonner les choses. Donc on se retrouve avec une difficulté de concentration et du maintien de l'attention chez des profils à très faible autodiscipline, un rendement scolaire ou professionnel très faible, car c'est des gens qui finissent pas leur boulot, généralement, une difficulté à gérer de l'argent, des mauvaises habitudes concernant la santé, une incapacité à modifier ces comportements un peu toxiques ou pour le moins mal adaptés. On a souvent une confusion qui est faite. Si on parle de profils qui sont très faibles en autodiscipline, souvent on a tendance à confondre des gens l'impulsivité avec la faible autodiscipline. Or,
on regarde, et ça c'est bien clair dans le modèle des Big Five, l'impulsivité c'est quelque chose qui appartient à l'instabilité émotionnelle. Ça n'a rien à voir, c'est complètement décorrélé de l'autodiscipline qui est donc dans notre domaine de caractère consciencieux. En fait, pour émettre un peu de distinction entre les deux, quelqu'un qui va avoir une forte impulsivité, c'est quelqu'un qui va avoir une difficulté à ne pas faire ce qu'elle voudrait ne pas faire. D'accord ? Donc, elle n'arrive pas à s'empêcher de faire ce qu'elle voudrait ne pas faire. L'autodiscipline, c'est l'inverse. Quelqu'un qui manque d'autodiscipline, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se forcer à faire quelque chose qu'elle voudrait faire. Et donc, le fait d'avoir une plus ou moins grande autodiscipline ne dit rien de la plus ou moins grande impulsivité de ce profil. C'est pour ça qu'on les a dans des facettes et des dimensions différentes. C'est parce qu'elles ne sont pas en lien. On connaît peu l'origine neurobiologique ou pharmacologique de ce domaine du caractère consciencieux et donc de l'autodiscipline. Comme je disais, il n'y a pas de lien avec le QI. Je disais pas de système pharmacologique sous-jacent, alors que pour d'autres domaines de personnalité comme l'extraversion, l'instabilité émotionnelle, on connaît très très bien les bases neurobiologiques et pharmacologiques. Pour le caractère consciencieux, c'est encore un peu en recherche. Il y a malgré tout, on sait par exemple que des substances comme les amphétamines peuvent modifier le système attentionnel, donc il y a peut-être quelque chose en lien, mais on ne sait pas trop. On sait que c'est associé à la culpabilité, la propension à la culpabilité, on sait que c'est lié à la sensibilité au dégoût. Mais voilà, mais c'est des données qu'on constate et qui sont pas encore élaborées. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est que le caractère consciencieux et l'autodiscipline en particulier sont plus en lien avec une aversion à l'inactivité. Voilà, on va dire, c'est donc aucun lien avec l'intelligence, mais plutôt l'aversion à l'inactivité. Alors, dernier élément. Si vous avez une faible autodiscipline, pourquoi ? Parce que vous avez fait un bilan avec un psychologue qui a pu le mesurer avec un inventaire de personnalité, ou parce que vous avez constaté certaines récurrences et vous avez mis le doigt, vous avez identifié cette difficulté en termes d'autodiscipline. Comment je peux faire ? Alors, est-ce que je peux changer cette facette, ce trait de personnalité ? Naturellement, bien sûr que oui. D'accord, je vais le couper effectivement là, mais simplement en allant sur mon site, vous avez un livre totalement offert. Et en plus de ça, si vous êtes intéressé, il y a un livre complet sur la discipline que j'ai créé. Avec ça, je peux vous assurer que vous allez changer ces caractères. D'autant plus qu'il y a ma formation qui arrive, qui est bientôt sur mon site web, et à côté de ça, il y a mes services sur Instagram. Donc si vous êtes potentiellement dans ce cas et que vous souhaitez changer votre vie, eh bien à ce moment-là, je vous invite à me contacter sur Instagram. En fait, à l'âge adulte, quand même, la personnalité, c'est très stable. Alors, quelqu'un qui subit un trauma, quelqu'un qui prend des substances, des antidépresseurs, etc., on voit des petites différences comme ça qui bougent, notamment sur l'instabilité émotionnelle, sur l'extraversion, mais globalement, à l'âge adulte, la personnalité, c'est quelque chose de très stable. En revanche, là où vous avez un levier, là où vous avez une marge de manœuvre, c'est à partir du moment où vous prenez conscience de votre fonctionnement, vous pouvez trouver des outils externes qui vont vous permettre de corriger, d'améliorer, de compléter la donne de départ que vous avez en termes de personnalité. Typiquement sur le caractère consciencieux en général et sur l'autodiscipline en particulier, si c'est pas quelque chose qui vient entre guillemets naturellement, eh bien vous pouvez trouver des outils, notamment dans l'environnement. Oui, enfin, il a très bien dit, mais c'est dans un premier temps être conscience en fait de ses propres difficultés, être conscience que là où on en est actuellement, c'est simplement le résultat de nos choix. C'est la conséquence de nos choix, j'aime plus ce mot, conséquence. Conséquence de nos choix. Et on doit comprendre qu'il faut simplement aller de l'avant. Aller de l'avant, tout simplement. Digital avec des task planners, vous avez dans le Google Agenda, etc. Vous pouvez créer une sorte d'autodiscipline artificielle autour de vous qui va vous permettre de compenser votre pente naturelle qui irait plutôt vers le fait de ne pas tenir ses objectifs, ses comportements dans la durée. Voilà.
Je vais m'arrêter là pour cette petite capsule sur l'autodiscipline et le caractère consciencieux. N'hésitez pas à aller visionner les autres petites capsules sur la personnalité et sur les autres sujets en psychologie traités sur cette chaîne. Vous abonner, un like. Et je vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus en psychologie. Passez une bonne journée. Ok. Du coup, vidéo intéressante, hein, bon. Oui, ok, bon. La psychologie, hein. Non, moi, les psychologues, c'est pas des lumières. Ok, vidéo intéressante, ok. Bien. Du coup, oui, intéressant. Bon, après la psychologie, pour la discipline, je pense pas réellement que ça soit si important que ça, mais pourquoi pas, je vous dirai. Ok, bien.